Smart et réglo. C'est un plaisir de vous accueillir, Étienne Pujol. Bonjour, faites votre retour dans l'émission pour cette rentrée de septembre. Avocat en droit social, dans votre cabinet, Berry-Lo, faut-il le préciser. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet. Autant j'en connais beaucoup, avec beaucoup de modestie. Celui-ci, quand je l'ai observé, je me dis, mais qu'est-ce qu'Étienne Pujol va nous dire? Alors, vous nous parlez ce matin de quelque chose qui a fait grand bruit, en tout cas dans la communauté des managers et des fonds d'investissement, puisque c'est de cela dont il est question, et ça s'appelle le management package. Ouais. 3 décisions majeures. Oui. Alors, qu'est-ce que le management package? Alors, management package, en fait, c'est une structuration de rémunération pour les managers à l'occasion, par exemple, d'une levée de fonds ou de l'investissement de capital investisseur au sein d'une entreprise. Et en fait, ça permet à ces managers dits clés de les associer par de la rémunération en action à l'évolution de la performance de l'entreprise. En action. En action, c'est très important parce qu'effectivement, le salaire, lui, il est gravé dans le contrat de travail, il peut y avoir des bonus, il peut y avoir plein de choses, mais là, on parle vraiment d'un intéressement des managers clés à l'évolution de la performance de l'entreprise, de l'accroissement de valeur de l'actionnariat de l'entreprise, comme les investisseurs. Ça marche dans le cadre de LBO, par exemple, et de tous ces processus qui ont parfois été critiqués, d'ailleurs. Tout ce qu'on appelle le private equity de manière générale, exactement. Voilà. On parle donc de managers qui reçoivent des actions de la société dans laquelle ils travaillent. En quoi le droit s'est mêlé de ce sujet? Après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas, effectivement. Et d'ailleurs, c'est une pratique courue sur le marché, en France et dans la plupart des pays dans lesquels il y a du capital investissement. Exactement, et puis pour les associer à cette performance. Pourquoi le droit s'en mêle? Parce qu'en fait, normalement, la contrepartie du travail, c'est le salaire. Là, on étend, je dirais, la contrepartie du travail qui permet l'accroissement de valeur d'une entreprise à une attribution d'actions. Il y a des mécanismes légaux qui existent pour attribuer des actions à des salariés de l'entreprise. Les actions gratuites, les stock options, les BSPCE pour les startups, etc. Là, on est dans un mécanisme alternatif qui permet en fait de donner à ces managers un droit à acquérir des actions dans 2, 3, 4, 5 ans, à un prix qui va être déterminé à l'avance et qui va permettre donc au moment de la sortie, par exemple, de faire une plus-value. En tout cas, espère-t-il à ce moment-là. Oui, c'est tout l'intérêt. Le manager a intérêt, comme on dit, à se défoncer pour pouvoir, à la sortie, de pouvoir faire la culbute, comme on dit, et revendre. Il revend alors, on va revenir ensuite sur les arrêts, parce qu'il y a quand même des garde-fous qui ont été mis par le juge pour cadrer tout cela, mais il vend à quel délai? C'est-à-dire qu'il peut vendre au bout de 2 ans, il a ses actions, il peut les revendre? Non, c'est cadré. C'est cadré dans ce qu'on appelle un pacte d'actionnaire, c'est-à-dire qu'on contractualise les modalités, justement, d'attribution de ces droits, le prix auquel ces droits sont exercés, par exemple, quand il y a un investissement de la part des managers, et puis les cas de sortie. Si dans l'intervalle, le manager est amené à être licencié ou à partir pour des raisons X, Y ou Z, que deviennent ces droits, etc. etc. Et les perspectives sont alignées en fait avec celles du fonds qui investit. Alors là, on va rentrer quand même dans les choses où le Conseil d'État, comme on dit, a fourré son nez. Ça fait grand bruit dans notre communauté. C'est le débat de la plus-value générée par ces fameuses actions, parce que ces plus-values sont parfois copieuses. Elles peuvent être significatives, et effectivement, normalement, elles sont traitées comme des plus-values sur des titres. Avec donc une fiscalité de plus-value. Ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une fiscalité de 30%. Le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc dans 3 arrêts majeurs du 13 juillet dernier, parce que c'est la section plénière, il y a eu un communiqué de presse, c'est publié sur le site du Conseil d'État, donc le Conseil d'État a vraiment voulu marquer le coup sur ces 3 arrêts, va considérer qu'à partir du moment où ces droits leur ont été octroyés en qualité de salariés, par leur qualité de salariés, eh bien la plus-value qu'ils vont réaliser à un instant de raison après avoir obtenu ces titres, va être traitée comme du salaire. Logique, non? Enfin, je sais pas. Alors, l'entreprise doit dire, nous, on peut pas garder nos talents avec cette fiscalité. Et on perd beaucoup d'argent. Oui, ça coûte très cher à l'entreprise, évidemment, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça coûte aussi cher à l'entreprise, parce que les charges sociales sont, on le sait, notoriété publique, relativement élevées, ça finance des choses, mais c'est quand même très cher. Mais il faut voir aussi qu'au moment où on juge ces affaires-là, la plus-value, elle est matérialisée, donc on se dit, forcément, vous le saviez au moment où vous avez reçu ces éléments-là. Le problème, c'est qu'au moment où on investit, on ne sait pas forcément, parce que si on est racheté par un fonds, c'est que ça ne va pas très bien, et qu'il faut faire une restructuration, donc on peut perdre
sa mise aussi. L'argument contraire, c'est que quand on investit et qu'on veut garder un talent, on prend un risque aussi. Il y a une part de risque. Et le risque capitalistique existe. Je veux dire, un projet d'entreprise, c'est un risque. Forcément, l'actionnaire, il met de l'argent, il peut tout perdre si l'entreprise se casse la figure. Il y a eu des recours, parce que quand c'est arrivé au niveau du Conseil d'État, le recours est très complexe. Les entreprises, ou en tout cas les organisations, se sont rebellées sur cette question ou... Alors, pour l'instant, c'est très récent. L'arrêt avec la période estivale à 2 mois, oui. C'était le 13 juillet. Ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu une grande manifestation la semaine dernière qui s'appelle l'IPEM, qui a eu lieu à Paris, où toute la communauté s'est retournée. On ne parlait que de ça, évidemment, avec qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire quels sont les outils alternatifs qu'on va pouvoir mettre en place, s'il y en a. On pense aux actions gratuites notamment, mais le cadre est assez contraignant. Et puis, est-ce qu'il va falloir que les juristes, que nous, trouvions des mécanismes alternatifs, ou est-ce qu'il faut faire du lobbying auprès du gouvernement actuel ou du futur pour faire en sorte que la place de Paris ne perde pas en compétitivité par rapport à d'autres places sur ces outils-là qui sont connus. On pense à Londres aussi, puisque Londres s'organise en toute liberté depuis quelques mois. Donc l'idée quand même, pour conclure, Étienne, c'est à peine l'arrêt sorti le 13 juillet que déjà vous, ou en tout cas les conseils de ces entreprises, commencent déjà à réfléchir à comment on va pouvoir réinventer quelque chose ou contourner cet arrêt, puisque c'est de ça dont il est question. Heureusement, c'est ingénieux, nous les avocats, donc effectivement il y a des questions d'action de préférence, il y a comment associer une part d'intéressement, une part de stock options ou d'action de préférence ou d'action gratuite, enfin réorganiser les packages, parce qu'il faut bien voir que ces arrêts ont tranché des situations passées, mais il y a énormément d'opérations qui sont en cours avec des managers qui ont ce type de, ce qu'on appelle des BSA, des bons de souscription d'actions, des options de souscription. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui savent qu'il y a un risque majeur potentiel au moment de leur plus-value. Et donc, comment on réorganise le pacte d'actionnaires et ces mécanismes d'intéressement pour éviter cet écueil? L'action gratuite plus contraignante que la formule qui a été sanctionnée par le Conseil d'État. En quoi elle est plus contraignante? En fait, il y a des durées minimales à respecter, il y a des ratios à respecter en termes d'attribution des tensions capitalistiques. C'est assez contraint. On appelle ça le régime Macron pour que ces plans-là qualifient et puissent rentrer dans ce régime entre guillemets favorable, en tout cas ce régime spécifique prévu par le Code de commerce et le Code général des impôts. Donc si vous basculez sur d'autres formules, j'imagine que l'État, ou en tout cas Bercy, va commencer à regarder l'autre formule que vous contournez en se disant... En fait, ils ont monté une cellule qui s'appelle le comité des abus qui met en exergue, et qui est publié sur un site internet d'ailleurs, qui met en exergue les montages dits douteux et en tout cas critiquables par l'administration fiscale. Donc vous êtes observé de près. Oui. C'est ça, observé de près. Bon, c'est ça. C'est un jeu, hein, c'est un jeu juridique. C'est un jeu, il faut tirer les conséquences de ces arrêts. Encore une fois, ils sont majeurs, ils ont été publiés, il y a eu un communiqué de presse, il y a une très forte communication. Section plénière. Donc vraiment, l'administration a voulu, enfin les juges ont voulu marquer le coup, si je puis m'exprimer ainsi, sur ces mécanismes. Travail, salaire. Exactement. C'est cette base, la relation au contrat de travail en fait. Exactement. Merci Étienne Pujol, j'ai tout compris, c'est formidable. Le package management package, ça me semblait abscon. Vous avez 5 minutes plus tard, je me sens plus intelligent. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, avocat spécialiste en droit social mais aussi en droit fiscal, puisque je vous entends. Oui, notre cabinet fait. Et oui, vous faites aussi du fiscal, voilà, on découvre, vous ne faites pas que du social. Cabinet Berilo, merci d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir Étienne. On fait une courte pause, on va recevoir aujourd'hui dans le cercle RH, non pas des invités, mais une invitée, la DRH d'Amazon, 3e employeur mondial. On va faire le point avec elle sur ce qui se passe en France et les career day. C'est un mot évidemment anglais puisque l'entreprise est américaine. On recrute chez Amazon, ça se passe aujourd'hui avec du coaching, avec des visios pour donner envie aux salariés de rejoindre l'entreprise Amazon. On en parle avec la DRH juste après cette courte pause.